à la fin des années 70 et 80, lors de l'invasion soviétique de l'Afghanistan. La participation pakistanaise a été essentielle au soutien nord-coréen et chinois aux Moudjahidines. L'Inter-Services Intelligence, le service de renseignement pakistanais, a utilisé les Moudjahidines puis les talibans comme branche de ses opérations à l'étranger. L'État profond pakistanais entretenait des liens très étroits et une dépendance mutuelle avec les talibans afghans. Pendant l'invasion américaine et alliée en Afghanistan, la relation entre ces deux groupes a été très instable. D'un côté, le gouvernement pakistanais combattait l'extrémisme islamique, mais de l'autre, l'État profond soutenait les talibans contre l'Occident. Cela révèle une ambiguïté assez compliquée, car malgré le soutien officiel du gouvernement pakistanais, en pratique, les propres dirigeants politiques du pays ne contrôlaient pas totalement le gouvernement et certaines parties du territoire. C'était une relation très fragile et complexe, un équilibre très difficile, donc ce n'était pas comme si l'Occident pouvait envahir ou attaquer massivement le Pakistan, parce qu'au moindre faux pas, et les extrémistes pourraient accroître leur influence dans le pays. Les États-Unis menaient entre des frappes de drones ou des opérations spéciales limitées, sans trop de pression sur le gouvernement pakistanais pour éviter une radicalisation accrue. D'ailleurs, les négociations de Donald Trump avec les talibans pour retirer les États-Unis d'Afghanistan ont eu lieu grâce à la médiation pakistanaise. Cependant, maintenant, plus de 3 ans plus tard, et à l'encontre de décennies de relations profondes, les talibans d'Afghanistan attaquent le Pakistan. Dans un conflit rarement évoqué par les médias, mais pouvant devenir le pire scénario géopolitique mondial. Et oui, même en tenant compte des guerres déjà graves en Ukraine et au Moyen-Orient impliquant Israël. Et c'est dans cette vidéo que j'allais expliquer ce qui se passe. Ici, le potentiel est encore plus dangereux que les conflits déjà en cours. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Pour aider la chaîne géopolitique mondiale à continuer d'exister, votre soutien est absolument fondamental pour la chaîne. Je suis Adriano Peta, bienvenue sur Géopolitique Mondiale. À la prochaine, au revoir. Le Pakistan est situé dans le sud de l'Asie, partageant ses frontières avec l'Iran à l'ouest, l'Afghanistan au nord et la Chine et l'Inde à l'est, au nord du pays. Les montagnes de l'Himalaya se prolongent dans la chaîne de l'Hindu Kush. Au sud-ouest, le plateau du Baloutchistan est vaste, aride et peu peuplé, mais extrêmement stratégique car il relie directement 3 pays à travers cette vaste zone ouverte, le Pakistan et l'Iran. Le Pakistan est un point d'interconnexion entre ces 3 pays. Au sud, le désert du Thar et 650 km de côte sur la mer d'Arabie sont essentiels pour le commerce mondial. Ici est née la civilisation hindoue, mais les invasions islamiques du 8e siècle ont rendu la région majoritairement islamique. Le fleuve Indus, extrêmement vital, prend sa source sur le plateau du Tibet et traverse la moitié orientale du Pakistan, ce qui augmente les plaines fertiles du Pendjab, où se trouve le noyau géopolitique à la fois du Pakistan et de l'Inde. Le problème géographique majeur du Pakistan vient de ses frontières qui ne suivent pas des limites naturelles. Ce n'est pas un hasard. Le sous-continent indien a toujours été fragmenté par des forces politiques qui se disputaient entre elles. Parfois une faction dominait la majeure partie du territoire, mais jamais sa totalité. Le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh ont-ils été créés par l'impérialisme ? Le Pakistan a été créé en 1947 à partir des régions nord-ouest et nord-est musulmanes de l'Inde. Le Pakistan cherchait déjà des moyens d'étendre son influence en Afghanistan, à la fois pour assurer une profondeur stratégique et pour éviter que Kaboul ne tombe dans l'orbite de New Delhi, ce qui s'est effectivement produit. Le problème se situe à l'ouest, à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, connue sous le nom de ligne Durand, qui est précisément le point de discorde depuis sa création par les Britanniques en 1893. L'Afghanistan soutient que sa frontière réelle inclut une grande partie du territoire pakistanais, englobant la région tribale pachtoune partagée entre les 2 pays. Et comme le terrain montagneux rend la région difficile à gouverner, ce qui fait que la frontière est très poreuse, le gouvernement pakistanais n'a jamais réussi à s'y établir.
La situation a empiré après l'invasion américaine de 2001 lorsque des réfugiés afghans et des chefs talibans se sont réfugiés dans cette région. Cependant, pendant 20 ans, le Pakistan était resté aligné avec les talibans, soutenant l'organisation pour reprendre le pouvoir dans le pays, ce qui s'est concrétisé en 2021. Cependant, les relations entre les talibans et le Pakistan sont devenues une source de tension. Désormais, cette tension est principalement due aux activités militantes transfrontalières. Récemment, le Pakistan a intensifié ses opérations militaires le long de la frontière avec l'Afghanistan, accusant le gouvernement taliban d'abriter des militants du Tehrik-e-Taliban Pakistan ou Tehrik-e-Taliban Pakistan. Ce groupe, appelé Taliban pakistanais, est une organisation djihadiste liée aux talibans afghans, mais avec des objectifs distincts. Les talibans afghans consolident encore leur pouvoir, tandis que le Tehrik-e-Taliban Pakistan veut renverser le gouvernement pakistanais et instaurer un régime théocratique à Islamabad. Le 25 décembre 2024, le Pakistan a lancé des frappes aériennes dans la province afghane de Paktika, affirmant viser des bases du Tehrik-e-Taliban Pakistan. Ces bombardements ont fait 46 morts selon les autorités afghanes. Islamabad a justifié ces attaques comme une réponse à une série d'attentats sur le sol pakistanais attribués au Tehrik-e-Taliban Pakistan. Le 27 décembre 2024, le gouvernement afghan, contrôlé par les talibans, a annoncé des attaques de représailles contre des cibles à l'intérieur du Pakistan, accusant ce pays de mener des opérations militaires qui violent la souveraineté afghane. Selon les rapports, 19 Pakistanais ont été tués au 28 nombre qui a ensuite augmenté, ainsi que 3 civils afghans. La cause de ce problème est cette vieille ligne Durand que j'ai évoquée récemment. L'Afghanistan n'a jamais reconnu officiellement cette frontière, alors que pour le Pakistan, la ligne Durand est une frontière internationale légitime. Les Afghans considèrent que cette ligne représente une division arbitraire de communautés ethniques, comme les Pashtuns, qui vivent des deux côtés de la frontière. Depuis le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, le Tehrik-e-Taliban Pakistan a renforcé ses capacités au Pakistan et intensifié ses attaques contre les forces de sécurité et les civils. Fin unilatérale du cessez-le-feu par le Tehrik-e-Taliban Pakistan en 2022. Cela a marqué l'escalade de la violence avec des attaques contre des postes militaires et des villes au Pakistan. Un gouvernement pakistanais accusant le gouvernement afghan d'être indulgent envers le Tehrik-e-Taliban Pakistan, c'est-à-dire de soutenir l'organisation. Ce qui a permis aux militants de trouver refuge en Afghanistan, où ils s'organisent et se rééquipent pour mener de nouvelles attaques contre le Pakistan. Les talibans afghans, après leur victoire militaire en 2021, ont cherché à projeter une image d'autosuffisance, résistant ironiquement à l'influence d'anciens alliés comme les Pakistanais. Et ce n'est pas un hasard. Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont renforcé les talibans en abandonnant un arsenal militaire de plusieurs dizaines de milliards de dollars, et d'avoir donné une formation poussée aux militaires afghans pendant plus de 20 ans qui ont ensuite rejoint les talibans. Les talibans sont passés d'un groupe de bergers mal armés en 2001 à une force militaire considérable en 2021, et étant donné que le Pakistan traverse une crise économique et politique. La situation a forcé le gouvernement pakistanais à agir rapidement contre le Tehrik-e-Taliban Pakistan, ce qui a accru les tensions avec les talibans afghans. L'idée que le Pakistan soit considéré comme un État en faillite existe depuis au moins 2009. Depuis cette époque, le Pakistan a eu du mal à se maintenir debout, sans jamais vraiment tomber. Parce que justement, les États-Unis et la Chine ont aidé le gouvernement d'Islamabad, que ce soit par des projets d'infrastructure ou par des envois littéraux d'argent. Et, ironiquement, même l'Inde, son principal rival, a également aidé le pays. Que si d'un côté les Indiens détestent le Pakistan, de l'autre, ils ne veulent pas voir leurs voisins s'effondrer et brûler. Ils savent que si cela se produit, il y aura des répercussions en Inde. Mais loin de là, avoir résolu le problème n'a fait que repousser la situation, car le gouvernement pakistanais n'a jamais réussi à profiter de ce moment pour restructurer la politique intérieure du pays. Ce qui serait évidemment difficile avec le propre état profond du pays, en particulier son service secret, l'Inter-Service Intelligence étant le principal fournisseur des talibans et gênant fréquemment les efforts du gouvernement lui-même. Donc nous parlons d'un pays qui depuis près de 15 ans traîne avec le risque d'un effondrement. Plusieurs parties du pays échappent au contrôle de l'État.
Celles où ce contrôle existe encore souffrent d'énormes taux de chômage, d'hyperinflation, de crise de l'eau et d'une montée du radicalisme islamique. Cependant, le problème est que le Pakistan, en plus d'avoir une population de près de 240 millions de personnes, est majoritairement composé d'hommes, jeunes, en âge de servir dans l'armée et sans emploi, ce qui serait déjà un danger colossal. En plus de cela, le Pakistan possède des armes nucléaires, alors que le Pakistan est équipé d'armes nucléaires du XXIe siècle. Et il s'est maintenu uni par une armée semi-professionnelle de la fin du XXe siècle. La majeure partie de sa population, malgré une classe moyenne politiquement active et une population urbaine dense, vit encore dans des conditions prémodernes. Dans plusieurs parties du pays, surtout dans les zones principalement rurales, qui sont largement définies par des identités régionales et tribales. Cette instabilité politique du Pakistan est sa plus grande vulnérabilité et le plus grand risque pour le monde. Oui, je considère cela comme un risque majeur, même plus que la grave guerre entre l'Occident et la Russie en Ukraine et les conflits israéliens au Moyen-Orient. Parce que dans ces deux cas, bien qu'ils soient très graves, nous parlons d'autorités étatiques organisées et centralisées. Même dans le cas du Moyen-Orient, les milices et groupes terroristes, malgré l'impression de chaos, répondent à des forces politiques plus grandes, des États-nations qui possèdent une stratégie et une organisation, mais ce n'est pas le cas ici au Pakistan. La situation est chaotique et, sans rationalisation, le Pakistan pourrait se transformer en un État gouverné par l'armée. Islamisme radical, une combinaison entre un gouvernement militaire et islamique, ou même un État, entre guillemets, sans gouvernement centralisé. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Amédonio ne risquerait-il pas de devenir une seigneurie de guerre ? Cette expression qui vient de l'anglais et n'a pas de traduction littérale désigne des chefs militaires gouvernant des parties du pays, comme observé en Chine avant la guerre civile, puis récemment en Afrique et en Syrie. Mais dans le cas pakistanais, nous parlons de ce warlordisme avec une capacité nucléaire, ce qui va générer une instabilité régionale beaucoup plus large. Des analystes ont dit que cette instabilité, à partir des talibans, peut inquiéter aussi bien la Russie que la Chine. Et oui, cela peut vraiment arriver, mais à long terme, pas à court terme. C'est parce qu'en ce moment, Moscou et Kaboul maintiennent, pour l'instant, une relation correcte et stable. La relation avec les Chinois est essentielle pour les Africains, car sans eux, l'Afghanistan manquerait de nourriture, de médicaments, de produits industriels et modernes. Pour l'instant, la Russie et la Chine ne seront pas trop affectées, mais à long terme, ce sera différent. Car cette instabilité pakistanaise et l'expansion du djihad taliban pourraient en toucher l'Asie centrale, point vulnérable pour la Russie, et exercer une pression sur le Xinjiang, en Chine. Mais à court terme, cette instabilité pakistanaise tourmentera plus immédiatement l'Inde. C'est parce qu'un volume très important de réfugiés en soi constitue déjà un facteur d'instabilité. Mais dans ce cas, nous parlons d'un pays, l'Inde, qui subit déjà des chocs de violence religieuse et culturelle. La croissance de l'islam à l'intérieur de l'Inde, c'est-à-dire parmi la propre population indienne, a augmenté le nombre d'épisodes de violence et a même généré de l'instabilité dans certaines régions du pays. Ainsi, un afflux de réfugiés islamiques venant du Pakistan va encore aggraver cette crise indienne, qui est déjà très sensible. Nous parlons dans ce cas d'une Inde encore plus troublée qu'elle ne l'est déjà, risquant même de subir une guerre civile dans un avenir à moyen terme. Comme conséquence d'une instabilité pakistanaise, cela aura des répercussions mondiales, et pas seulement régionales. En regardant cette carte, on distingue d'abord en rouge les foyers d'instabilité, puis en orange ceux en crise. Cela pourrait évoluer vers une instabilité totale. La menace d'une implosion pakistanaise plane sur cette colonne, qui inclut l'Iran et une partie de la péninsule arabique. Cette pression sur l'Iran peut aboutir à deux situations. La première est que l'Iran n'ait d'autre choix que de développer ses armes nucléaires. Je pense que cela pourrait arriver dès 2025. Et la seconde, c'est que les Iraniens, en partie aussi à cause de la crise démographique, finissent par succomber face à la fureur islamique. De plus, avec le risque très probable que cela implique l'Inde, nous aurons une crise humanitaire sans précédent. Car cela va impliquer les 240 millions de Pakistanais et le 1,5 milliard d'Indiens.
Et si cela implique l'Inde, inévitablement cela impliquera aussi les 170 millions de Bangladais, qui comme le Pakistan sont également au bord de devenir un État en faillite. L'Asie centrale sera également vulnérable et risque d'être entraînée dans cet arc d'instabilité, puisque cela affectera la démographie en raison de l'accueil des réfugiés et cela affectera aussi leur commerce et leur approvisionnement. Nous parlons d'une zone qui impliquera une part significative de l'humanité, l'accès aux principales routes commerciales, maritimes et terrestres, et qui était connectée à d'autres zones sensibles, contrairement aux décennies précédentes. Nous ne parlons pas de zones à risque ou en crise, mais d'une situation d'instabilité totale, d'instabilité complète, que ce soit par une guerre civile ou par une guerre. Parmi les pays, le Myanmar, à l'est, également instable, où le gouvernement ne contrôle pas l'ensemble du pays depuis plusieurs décennies, n'aura pas les moyens de faire face à un voisin en flammes, ce qui affectera le détroit de Malacca, le détroit le plus important du monde. Et il ne faut pas oublier de mentionner qu'à côté de toute cette instabilité, nous avons la Turquie, qui est un pont d'accès direct vers l'Europe, et qui montre déjà les premiers signes de la crise démographique, tout en accueillant des réfugiés et en affrontant l'hyperinflation et le chômage de masse. Le risque d'une guerre ouverte entre les talibans et le Pakistan ou d'un effondrement du gouvernement pakistanais représente aujourd'hui notre plus grande menace, même face aux problèmes en Ukraine et au Moyen-Orient. Ici, un effet domino plus fort plongera toute l'Eurasie dans le chaos. Et curieusement, on en parle très peu. Et quand on en parle, c'est traité comme un sujet marginal, de peu d'importance. On pense à des milices tribales ou à un conflit de moindre envergure, alors que c'est justement le contraire, c'est le point le plus grave des crises actuelles. Même si la guerre ne s'étend pas, la situation chaotique au Pakistan et les tensions religieuses en Inde persistent. Ce n'est qu'une question de temps. D'ici 2030, cela mènera sans doute à un événement majeur. Espérons que la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient se seront déjà apaisées d'ici là, évitant que ces guerres localisées ne finissent par se mêler à une guerre plus vaste. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Suivez-nous aussi sur Telegram et Instagram pour rester informés des nouveautés.